Son engagement politique est pour la cause des femmes et des jeunes filles victimes de violences lui vaut le surnom de Winnie Mandela par la presse malienne. Kadidia Fofana est la présidente du mouvement Anta Sembola, qui signifie littéralement « on n'enlève pas nos pieds là-dedans ». Elle est notre invitée pour cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous encore une fois de plus sur l'Intelligent TV. Merci de la confiance sans cesse renouvelée à nos programmes. Madame Kadidia Fofana, bonjour. Oui, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien? Très bien, merci. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez en m'invitant sur votre plateau. C'est un plaisir pour nous. Alors, avec vous, on va parler de la situation sociopolitique au Mali, dans la sous-région ouest africaine. On va parler également des relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali, votre pays. Et ça sera aussi l'occasion pour nous de parler de l'Union africaine, de la CEDEAO et puis de la politique française en Afrique. Mais avant de tout commencer, je voudrais vous inviter à regarder avec moi ainsi qu'avec l'ensemble de nos téléspectateurs cette petite vidéo qui ne fait pas plus de 20 secondes. Et juste après, on en parle. On y va. Vous voyez sur la vidéo, vous êtes venu visiter la magnifique, la mystique, je veux dire le magnifique et le mystique pont Alassane Ouattara. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons de cette visite? Bah, c'est tout à fait normal parce que pour qui connaît mon amour pour la Côte d'Ivoire, pour qui connaît mon amour pour les Ivoiriens. En même temps, ils ont le sens de l'humour sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'habitude de les taquiner après le match amical Mali-Côte d'Ivoire, où nous avons tous assisté au truc. À l'inondation de la pelouse. L'inondation de la pelouse. Alors, j'ai fait un post en disant que je viendrai en Côte d'Ivoire pour m'assurer que la pelouse soit dans de bons états avant que la CAN ne puisse démarrer. Donc, c'est dans ce cadre, effectivement, que j'ai effectué mon voyage. C'était vraiment de la taquinerie sur les réseaux sociaux. Mais au fond, avant de venir, je me disais, une fois en Côte d'Ivoire, il faut que j'aille sur le pont Ado. Mais au fond, qu'avez-vous pensé réellement de cette inondation de la pelouse du stade Ado? On a vu sur les réseaux sociaux, cela a suscité des moqueries, des railleries à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Vous, personnellement, comment vous avez trouvé la situation? Non, mais vous savez, ce sont des choses qui peuvent arriver. Nous restons des humains et lorsqu'on est humain, on n'est pas parfait. Donc, je me dis que ça a été une bonne chose déjà qu'on prenne conscience qu'il y a des problèmes à ce niveau et qui vont certainement être réglés avant le jour J. Alors, sur la vidéo, qui était en train de vous interroger? C'est une jeune dame du nom de Christelle Yao. Vous ne vous connaissez pas? Non, non, pas du tout. Elle m'a vue par hasard sur le pont. Elle interviewait des gens. Je pense que c'est dans le cadre de son centre de formation en anglais. Et elle m'a vue de passage. Elle a dit, waouh, je veux bien interviewer cette dame. Et c'est comme cela qu'elle m'a approchée. Et voilà, donc on s'est amusé, on a fait une petite vidéo et je suis partie. Je ne savais pas que la dite vidéo allait être virale. Elle est devenue virale. Alors, vous avez visité le pont. Qu'est-ce que vous retenez de ce pont? Qu'est-ce que vous retenez du pont Alassane Ouattara? Je pense que lorsque un pays est tend vers l'émergence ou est dans ça, il faut l'encourager. Donc, le pont, je l'ai apprécié déjà parce que le pont donne sur la plus grande tour, hein, comme vous le dites, de l'Afrique de l'Ouest, c'est ça?
pour le moment. Qui est en construction. Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Mais bon. D'accord. Et donc, comme je voyais tout le temps le pont sur les réseaux sociaux, je me dis, bon, moi, j'ai toujours été partisane de l'évolution. Je ne suis pas partisane de la révolution, mais je préfère l'évolution. Et lorsque je vois des gens qui évoluent dans le bon sens, j'aime bien les encourager. Quand vous dites que vous n'êtes pas partisan de la révolution, vous êtes plutôt partisan de l'évolution, c'est quoi la différence entre ces deux termes? Parce que, vous savez, au Mali, on a plutôt tendance à entendre le mot révolution. Nous sommes dans la révolution, oui, c'est bien, mais il faut, comme j'ai l'habitude de le dire, le développement et la sécurité vont de pair ensemble. Donc, qui parle de sécurité parle forcément de développement et vice-versa, qui parle de développement devrait aussi se pencher sur la sécurité. Les deux vont de pair. Donc, souvent, nous avons tendance à oublier le côté développement au profit de la sécurité, ce qui se comprend parce que nous sommes un pays en guerre aujourd'hui, un pays qui est attaqué par les terroristes, les djihadistes et les ex-rebelles qui se sont rebellés à nouveau. Et d'accord, on va en parler un peu plus loin. Donc, dans cette émission. Lorsque j'entends des jeunes parler de révolution, souvent je les taquine, je leur dis que moi je me vois plutôt dans l'évolution que dans la révolution. Et cet ouvrage, comment il est-il perçu au Mali? Quel ouvrage? Le pont à dos. Je pourrais parler à mon nom, moi je l'apprécie, j'aime ce que le président Addo a fait dans son pays, parce que lorsqu'il venait au pouvoir, le pays n'était pas à ses niveaux. Je veux dire que le pays était pratiquement détruit, parce que vous êtes aussi passé par la guerre, vous êtes aussi passé par des conflits pour vous retrouver là. Donc je me dis que c'est quelque part une lueur d'espoir pour nous autres qui sont confrontés aujourd'hui au même conflit. On s'est dit que tout est possible. On peut aussi passer par ce cap-là pour sortir notre pays du gouffre et se hisser au même niveau que les autres. Alors, ce point sur l'ouvrage Alassane Ouattara nous permet d'évoquer avec vous les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali, votre pays. Vous le savez, ces derniers temps, les relations ne sont pas au beau fixe. On a récemment connu l'affaire des 49 soldats ivoiriens qui étaient détenus au Mali. Alors, quand vous regardez à ce jour les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire, quel est le commentaire que vous pouvez faire? Alors, vous savez, la Côte d'Ivoire et le Mali sont deux pays qui sont historiquement liés, économiquement liés et géographiquement liés. Donc, on ne peut pas dissocier ces deux pays-là. Comme j'ai l'habitude de le dire, même sur les plateaux au Mali, je disais que lorsque vous aurez tiré sur 100 personnes en Côte d'Ivoire, dites-vous que vous aurez tué au moins 60 Maliens. Donc c'est pour vous dire que les Maliens sont là, les Maliens immigrent beaucoup plus vers la Côte d'Ivoire que dans d'autres pays. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est une partie du Mali et le Mali également, c'est une partie de la Côte d'Ivoire. Donc cet incident malencontreux que nous avons vécu, ce sont des choses qui peuvent arriver entre les États. Mais moi, ce que je salue, c'est la maturité qu'ont fait preuve les populations des deux côtés, parce que ça aurait pu dégénérer, mais heureusement que les peuples ont compris et ont laissé les gouvernants ou les autorités gérer cette affaire. Alors, cette tension entre en griffe et entre les deux États, est-ce que vous pensez que c'est la même situation pour les deux peuples? Si c'était le cas, je ne serais pas sur votre plateau. Je ne pense pas, non, bien au contraire, depuis que je suis là, j'ai été accueillie à bras ouverts partout, voilà, lorsque les gens me rencontrent, on me taquine, on cause, et je n'ai pas du tout senti un quelconque rejet à mon encontre. D'accord. Alors, Madame Kadidia Fofana, vous êtes aussi une femme qui est beaucoup engagée politiquement au Mali. On vous appelle Winnie Mandela en référence
à l'épouse de Nelson Mandela. Alors, on va parler de l'actualité sociopolitique dans votre pays, le Mali, qui récemment a vu l'élection présidentielle reportée par la junte militaire pour des raisons, dit-elle, techniques. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, au même titre que les autres, j'ai appris le report des élections à venir qui étaient prévues pour le mois de février prochain, 2024. Et pour moi, lorsqu'on se fixe des objectifs, il faut se donner les moyens de les atteindre. Et donc, l'agencement des élections, je peux dire que le gouvernement malien n'a pas atteint ses objectifs par rapport à ce point-là, parce que il avait été question de tenir des élections municipales, les élections législatives, les élections présidentielles, mais finalement, il avait été décidé qu'on s'en tienne aux élections présidentielles et que les autres se tiendront après. Mais les élections présidentielles viennent aussi d'être reportées. Je pense que le plus important maintenant, c'est de mettre les premiers acteurs au cœur de la chose, c'est-à-dire les partis politiques, eux qui sont les premiers concernés, parce que ce sont eux qui compétissent pour les élections, pendant les élections. Donc, je pense que... Comment justement les mettre en action, ces partis politiques? Non, il faut créer un cadre de dialogue, parce que je ne sais pas si vous avez eu écho des nombreux communiqués des partis politiques. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi ils n'ont pas été invités ou concertés, je vais dire, avant que ce report ne soit prononcé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les élections présidentielles, le gouvernement devrait s'intéresser beaucoup plus à créer un cadre de dialogue. C'est vrai que les élections ont été reportées, mais elles ont été reportées pour quand? Cette date n'a pas été donnée. Est-ce que c'est dans un mois? On a parlé d'un léger report. Mais un léger report, est-ce que c'est dans un mois, 2, 3? Nous n'en savons rien. Donc, pour moi, il faut travailler à cela et donner une date précise. Mais il y a quand même le référendum qui a été organisé récemment par les autorités maliennes. Et selon les autorités maliennes, c'est leur volonté manifestée ainsi de passer au rétablissement de l'ordre constitutionnel au Mali. Oui. Il y a quand même une volonté de leur part de rétablir l'ordre constitutionnel. Oui, mais même les élections référendaires n'ont pas pu se tenir dans toutes les parties du territoire malien. Nous l'avons dénoncé. J'étais de ceux qui ont dénoncé la tenue de ces élections-là, parce que je pensais effectivement que le moment n'était ni opportun et que les personnes qui l'ont initié n'étaient pas les personnes les mieux indiquées pour le faire. Pourquoi vous avez pensé que ce n'était pas le moment opportun d'organiser ce référendum? Oui, parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Constitution elle-même qui le dit. Pour pouvoir la changer, pour pouvoir changer notre Constitution, il faut être un président démocratiquement élu, c'est-à-dire le président de la République. Donc, nous ne sommes pas pour le moment dans une République, parce que le président qui est là, c'est le président de la transition, chef de l'État, mais ce n'est pas un président démocratiquement élu. Vous pensez qu'il y a eu un passage en force? Par rapport aux élections référendaires? Oui. Oui, parce que nous avons opté pour la non-tenue de ces élections, non seulement, mais nous avons aussi demandé aux Maliens de s'abstenir. Et donc, si vous voyez bien, par rapport au taux de participation des Maliens, je peux dire que quelque part, nous avons gagné notre combat au sein du Front uni contre le référendum. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des partis politiques. Il y a un leader d'un parti politique, en la personne de Ismaël Sako, qui est le président du Parti social-démocrate africain, qui demande à la CEDEAO de prendre des sanctions contre la junte militaire après ce report. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que la CEDEAO doit se montrer beaucoup plus intransigeante
par rapport à ses principes. En quoi faisant? Non, par rapport à ces principes, d'abord la CEDEAO, nous allons dire que quelque part, elle a failli. Parce que nous ne pouvons pas jouer à un jeu de 2 poids, 2 mesures. Dans certains pays, les coups d'État sont acceptés. Dans d'autres pays, elles ne sont pas acceptées. Dans certains pays, ils sont cautionnés. Plutôt, dans d'autres pays, ils ne sont pas cautionnés. Dans quel pays la CEDEAO a cautionné un coup d'État? Oui, nous avons vu le cas du Tchad. Le cas du Tchad est une parfaite illustration où le coup d'État a été cautionné, pratiquement légitimé. Nous avons assisté à cela. Et pour le cas du Mali, le coup d'État n'était pas applaudi par la CEDEAO, mais finalement a fini par être accompagné par cette même CEDEAO. Aujourd'hui, cette organisation se braque contre les putschistes du Niger. Donc, pour moi, elle devrait se montrer beaucoup plus intransigeante par rapport à ces principes. Il faut prendre des sanctions. Parce que le cas du Niger, moi, je pourrais même dire que la CEDEAO y joue son avenir là-bas. Parce que lorsqu'on laisse les pays dans les institutions, lorsqu'on laisse les institutions être déstabilisées aussi facilement, cela voudrait dire que personne n'est à l'abri de coups d'État chez lui. Donc la CEDEAO, si elle ne prend garde, elle pourrait se retrouver composée essentiellement de militaires. Alors en février 2022, sinon en janvier 2022, la CEDEAO avait pris des sanctions financières et économique contre le Mali à la suite d'une annonce de la junte militaire affirmant que la transition se fera dans 5 ans. Est-ce que vous souhaitez pour ce report-là que la CEDEAO prenne encore des sanctions économiques et financières puisque vous demandez à la CEDEAO d'être beaucoup plus intransigeante? La CEDEAO devrait travailler sur sa capacité d'anticipation. Elle devrait travailler à anticiper sur les choses. Par exemple, pour le cas du Mali, par rapport au report des élections, la CEDEAO doit pouvoir gérer cette question-là maintenant. Elle ne devrait pas attendre que le report soit consommé pour ensuite brandir une sanction quelconque contre le peuple. Pour moi, la CEDEAO devrait même travailler à sa propre restructuration. Parce qu'aujourd'hui, pour être à la mesure des enjeux. Donc, pour moi, la CEDEAO, aujourd'hui, elle est confrontée à plusieurs problèmes. C'est vrai qu'elle fait des médiations, mais le résultat escompté n'y est pas. Donc, elle devrait se revoir, savoir se remettre en cause pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes que connaissent nos différents États. Alors, vous savez aussi que depuis le mois de juillet 2023, à la demande des autorités maliennes, la MINUSMA est en train de procéder à son départ du Mali. Vous, en tant que citoyenne du Mali, comment vous vivez cette situation? Alors, pour moi, le départ de la MINUSMA relève de la compétence des autorités. Si les autorités estiment que la MINUSMA doit partir ou peut partir, si les autorités estiment qu'ils peuvent être en mesure d'assurer la sécurité aujourd'hui sur le territoire, sur l'ensemble du territoire malien, il n'y a pas de raison que la MINUSMA reste. Vous pensez que les autorités sont capables d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire malien? Ils sont en train de travailler à cela, mais pour autant, la sécurité règne. Pour autant, la sécurité devient de plus en plus grandissante. Vous voulez dire l'insécurité? L'insécurité plutôt. Excusez-moi, je voulais dire l'insécurité devient de plus en plus grandissante au Mali aujourd'hui. Donc, moi, vous pensez que cela est dû au départ de la MINUSMA? Parce qu'on voit qu'avec ce départ de la MINUSMA, il y a un regain de tension dans le nord du Mali. D'abord, concernant moi, en fait, il y a une chose qui est là. Je m'inquiète beaucoup, je suis beaucoup plus soucieuse du peuple malien. Donc, la MINUSMA
vous ne devez pas oublier ce point, il y avait des personnes qui travaillaient au sein de l'aménagement. Des structures étaient affiliées à l'aménagement. Et des jeunes bénéficiaient de sources de revenus grâce à l'aménagement parce qu'ils travaillaient à leur compte. Mais avec le départ de l'aménagement, pour moi, il faut travailler à ce que ces personnes ne se retrouvent pas dans la rue, désœuvrées. Il faut travailler à ce, parce que ce sont les mêmes personnes qui iront grossir les rangs des terroristes après. Donc pour moi, ça c'est une chose que les gens ont tendance à oublier alors que c'est très important. Et je l'ai dit sur tous les plateaux sur lesquels je suis passée, je dis il ne faut pas oublier ce côté-là. Donc maintenant par rapport à la sécurité, c'est vrai qu'avec le départ de l'aménagement, nous assistons à des violences, comme je l'ai dit, les ex-rebelles qui se sont à nouveau rebellés. Et il y a aussi des attaques les djihadistes, les attaques terroristes. Donc nous avons plusieurs fronts ouverts aujourd'hui. Maintenant, c'est au compte des autorités actuelles. C'est à eux, parce que c'est eux qui ont estimé que l'aménagement devrait partir. Donc, pour moi, s'il y a des problèmes aujourd'hui, moi, je ne vais pas regarder l'aménagement. Moi, je regarde les résultats. Et les résultats sur le terrain ne sont pas satisfaisants. Et à partir de ce moment, nous nous retournons vers les autorités qui sont en charge d'apporter des solutions aux problèmes des Maliens. Quand vous dites que les résultats ne sont pas satisfaisants, l'armée malienne a fait quand même des victoires. Oui, bien sûr. L'armée, il y a eu un renforcement de capacité de l'armée. L'armée n'est plus au niveau le statut de défense. L'armée attaque maintenant. Ça aussi, c'est à féliciter et à encourager. Mais à côté de cela, l'insécurité reste toujours aussi grandissante et il va falloir y trouver des solutions. Et nous attendons. Est-ce que cela vous fait dire que le bilan de la transition qui est conduite actuellement par Assimi, le colonel Goïta, le bilan il est catastrophique, c'est cela? Non, pas du tout, parce qu'il y a ceux qui voient le verre à moitié plein, d'autres à moitié vide. Moi, je suis de ceux qui regardent toujours le verre d'eau à moitié plein. Donc, je ne dirais pas que c'est catastrophique, parce que nous sommes quand même dans les problèmes qui existent aujourd'hui n'ont pas commencé pendant la transition. Les problèmes, ce sont des problèmes de plusieurs décennies. C'est une manière de donner Assimi Goïta quand vous dites que ça ne date pas de la transition? Non, ce n'est pas un moyen de dédouaner ou de condamner. Je ne suis pas là pour dédouaner quelqu'un. Je ne suis pas là non plus pour condamner quelqu'un. Moi, ce que je regarde, c'est où est-ce que les problèmes ont commencé, quels sont les moyens que nous pouvons mettre en place pour trouver des solutions à nos problèmes. D'accord. Alors, quand vous parlez de solutions, les moyens à mettre en place pour trouver, pour éradiquer ce problème qui existe au Mali, quand vous réfléchissez, quelle est pour vous la solution idéale pour redonner au Mali sa stabilité d'antan? Ok, la solution idéale, il y en a plusieurs, mais il y a des solutions de long terme, de court terme et de moyen terme, bien évidemment. Nous sommes conscients que tous les problèmes ne peuvent pas être réglés sous la transition. Les problèmes vont au-delà de ça. La question du terrorisme est une question assez complexe qui ne peut pas se régler pendant une période transitoire, par exemple. Donc, il faut être réaliste et savoir que ces problèmes peuvent se gérer, mais il faut, à long terme, pour moi, la transition devrait se donner alors des moyens, puisque c'est eux qui ont fait leur choix politique. Nous n'avons pas les informations qu'ils ont. Ils ont fait des choix politiques que nous respectons, mais maintenant c'est à eux d'apporter des solutions. Nous contribuons à travers les plateaux télé, c'est ce que je fais d'ailleurs ici, je contribue pendant les débats télévisés, mais les premiers concernés, les premiers acteurs, ce sont effectivement les gouvernants qui doivent
trouver des solutions aux problèmes que connaît le Mali aujourd'hui. La solution déjà, l'une des solutions déjà, est-ce que c'est pas lié au départ de la MINUSMA? On a entendu le premier ministre malien, sinon le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU récemment, qui disait que les 10 ans que la MINUSMA a passé au Mali ont été un échec. Alors, moi, en fait, je ne pourrais pas répondre à la place du ministre des Affaires étrangères. Moi, ce que je regarde, ce sont les résultats sur le terrain. Et que disent les résultats? Que disent les résultats? Aujourd'hui, le Mali est devenu un pays où où les voix des canons nous réveillent. Ça réveille certains Maliens. Le Mali est devenu un pays où les gens n'ont pas accès à l'électricité, à l'eau potable, à la santé, à un service sanitaire digne de ce nom. En fait, moi, ce sont ces choses, moi, je n'ai pas accès aux mêmes informations que le ministre des Affaires étrangères, mais je vois le quotidien des Maliens. Et ce dont les Maliens ont besoin aujourd'hui, c'est ce pourquoi je me bats. Et ces problèmes que vous évoquez, tout ceci est de la faute de la transition, de la junte en place? Ils ont trouvé ces problèmes sur place, mais lorsque un pouvoir est renversé parce que des problèmes existent, nous supposons que ceux qui viennent peuvent apporter des solutions à ces problèmes. D'accord, c'est bien noté. Alors, on continue toujours cette émission. Le Mali, le Burkina Faso et puis le Niger ont récemment porté sur les fonds baptismaux l'Alliance des États du Sahel qui vise à établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Quel est votre regard sur cette alliance? Alors, d'abord, pour moi, se mettre ensemble n'est pas forcément une mauvaise chose. Nos aînés ont toujours rêvé des États-Unis d'Afrique. Si des pays prennent conscience de leur destinée, si des pays estiment qu'ils doivent se mettre ensemble pour cheminer, des pays surtout qui sont confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes réalités, c'est-à-dire le terrorisme qui frappe ces trois pays, je ne vois pas ça d'un mauvais œil. Seulement, il faut s'ouvrir aux autres. C'est-à-dire? J'estime qu'il faut, oui, parce qu'il existait le G5 Sahel avant cette organisation, l'alliance là, il existait le G5 Sahel. Et dans ce G5 Sahel, les États qui sont membres ne payaient pas leurs cotisations. Le Mali faisait partie de l'un des rares pays qui était à jour pour le paiement de cotisations. Donc, pour moi, aujourd'hui... Vous regrettez le fait qu'on passe du G5 à l'Alliance? Non, je ne le regrette pas, mais il faut se donner les moyens quand même. Parce que ces pays étaient membres aussi du G5 Sahel. Donc, si nous créons une alliance à trois, pour trois pays qui n'ont pas de débouchés sur la mer, trois pays qui sont entourés par d'autres pays, je pense qu'il serait un peu difficile, si l'on ne s'ouvre pas aux autres, de pouvoir atteindre les objectifs. On vous sent un peu pessimiste sur les chances de succès de cette alliance? Oui, parce que ça demande des moyens. Ça demande des moyens financiers et tout le monde sait que les trois pays que compose cette alliance traversent des moments difficiles aujourd'hui financièrement, économiquement. Donc, le Niger qui est sous embargo, le Burkina et le Mali qui essaient tant bien que mal de s'en sortir. Donc, pour moi, il faut aussi que les partenaires avec lesquels nous avons décidé de cheminer montrent leur bonne foi, qu'ils accompagnent cette alliance-là
pour que les objectifs puissent être atteints. Il y a quand même des gens qui pensent que cette alliance-là a quand même de beaux jours devant elle, du fait que comment dirais-je, du fait de son caractère endogène. Oui, c'est ce que je dis. Chacun perçoit la chose comme elle la voit. Pour moi, il faut que les partenaires avec lesquels nous avons décidé de cheminer, c'est l'occasion pour que ces partenaires aussi montrent leur bonne foi en accompagnant cette alliance. Vous parlez de partenaires. On sait qu'avec la situation qu'on vit dans la sous-région, au Mali, au Burkina, au Niger, les États sont en train de se tourner vers d'autres pays, notamment la Russie. Quelle est votre appréhension de ce nouveau partenariat que ces États essaient de sceller? Non, chaque État est souverain et chaque État est souverain et peut décider d'avec qui il veut cheminer. Ça, c'est très clair. Cela relève même de la souveraineté des États. Pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'aucun pays aujourd'hui ne peut se permettre de vivre en autarcie. Donc, il faut s'ouvrir, comme je l'ai dit, aux autres et que les autres aussi s'ouvrent à nous et que dans un partenariat gagnant-gagnant, on puisse défendre les intérêts de nos pays. Alors, vous parlez de s'ouvrir aux autres. On voit que ces États sont en train de mettre des barrières entre eux et puis la France. Ces États décrient la politique française en Afrique. On a assisté au départ des militaires français au Mali, au Burkina et puis le Niger qui est en train de se faire. Il y a aussi les ambassadeurs de la France dans ces pays qui ont été expulsés. C'est quoi votre regard? Est-ce que vous pensez que c'est l'expression de l'échec de la politique française en Afrique? Bon, le monde ne se limite pas à la France. Lorsque je dis de s'ouvrir aux autres, moi je parle spécifiquement, je parle d'abord de nos voisins immédiats. Ça c'est important parce que la France vit sur un autre continent. Mais il ne serait pas souhaitable qu'on ait des conflits ou qu'on se ferme à nos pays voisins ou qu'on crée des conflits inutiles avec nos pays voisins. Donc pour moi, il faudrait travailler à cela d'abord avant d'arriver au niveau de la France. Donc c'est bien de s'ouvrir à la France, c'est bien de s'ouvrir à d'autres pays, tout comme la Russie, les États-Unis, tant que ces partenaires font notre affaire. En fait, c'est aussi ça parce que les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts à défendre et chacun défend les intérêts de son pays. Donc s'ouvrir à la France, c'est bien. Mais nous devons faire en sorte que notre destin ne puisse pas dépendre non plus d'un pays quelconque. Nous devons d'abord pouvoir compter sur nous-mêmes, travailler à créer des richesses dans nos pays, travailler à répartir ces richesses entre les populations. Ça, c'est d'abord les défis des gouvernants. Donc, les partenaires peuvent venir en appoint, mais les gouvernants sont les premiers concernés. Je le disais, il y a de nouveaux partenariats avec des pays comme la Russie. Est-ce que quand je vous entends parler, j'ai l'impression que pour vous, quand ces pays-là se braquent contre la France et puis essaient de marcher avec la Russie, c'est retombé dans l'impérialisme. Ouais, en quelque sorte. Parce que la Russie, tout comme la France, nous avons toujours été avec la Russie. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Notre alliance, spécifiquement avec la Russie, ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'indépendance du Mali. Donc, avec la France également, nous avons une histoire avec la France. Parce que nous sommes des pays qui ont été colonisés par la France. Donc, la vie a fait de sorte que nous soyons liés. Maintenant, ce que je disais, c'est que les nouveaux partenaires, c'est-à-dire qui sont avec nous maintenant, devraient aussi nous devrons pouvoir compter sur ces partenaires-là à travers l'alliance qui vient d'être créée. D'accord. Dernière question, avant de terminer cette émission. Avant l'émission, on allait fouiller un peu
dans votre vie. On a lu quelque part que votre rêve, votre ambition, c'est d'être présidente de la République du Mali. Ce rêve, ça tient toujours? Ben, vous savez, lorsqu'on est homme politique, on ne peut pas ne pas avoir des ambitions. Vous dites que vous comptez être candidate aux prochaines élections présidentielles au Mali. Je suis politique et j'ai des ambitions. Des ambitions présidentielles? J'ai des ambitions. Et elles sont présidentielles? J'ai des ambitions. Je suis élue communale, je suis à la mairie, j'ai été candidate lors des législatives passées, en 2020. Donc, j'ai des ambitions. Quelles sont vos forces, vos atouts? Mes forces, alors on me dit que c'est mon franc-parler, parce que je n'ai pas... certains pensent que je ne suis même pas politique, parce qu'en politique, il faut savoir aller avec les dos de la cuillère, savoir jongler, dribbler, tout en gardant le ballon. Alors moi, je ne peux pas faire ça. Lorsque j'aborde les gens, je le fais de façon sincère. Et lorsque je parle d'un sujet, je le fais de façon sincère. C'est bien noté. Winnie Mandela, selon la presse malienne. On vous appelle aussi quelque part Tatou, c'est ça? Oui, ça c'est mon surnom. C'est votre surnom. Oui. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation de l'Intelligent TV. Kadidia Fofana, présidente du mouvement Anta Saint-Boila. C'est bien cela, je pense que j'ai bien prononcé. C'est ça. Anta Saint-Boila, c'est un malinké qui signifie en français... alors, Anta Saint-Boila, ça veut dire que en français correct, c'est nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés parce que dans la gestion du pays, parce qu'il fut un moment où des gens étaient dénigrés, insultés, vilipendés pour avoir tout simplement exprimé leur opinion par rapport à la gestion du pays. Et c'est dans cette optique que j'ai créé ce mouvement, tout en disant non, parce que si nous taisons, si nous décidons de nous taire, qui va venir construire notre pays à notre place? Merci d'avoir donc parlé relativement à ce qui se passe chez vous au Mali. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Et puis on vous souhaite un bon séjour à Abidjan. Merci. Il y aura encore une dernière visite sur le pont avant de partir? Certainement. D'accord, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Vous étiez sur les antennes de l'Intelligent TV, la télévision en ligne du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, qui récemment a célébré ses 20 ans d'existence. Merci à tous de votre fidélité, puis à très bientôt sur nos antennes. Au revoir.